Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Alors là, vous allez dire, il a pété un plomb, il nous a mis un titre putassier, voilà, ça va être du gros mytho dans la vidéo. Non, non, vraiment, vous avez cliqué sur le bon titre et ce sera bien le contenu de cette vidéo. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs. Bon. Cette étude, dont vous trouverez le lien comme d'habitude dans la description de cette vidéo, elle m'a permis de connaître tout un pan auquel je ne m'intéressais pas parce que ce n'est pas le cœur du cœur de mon métier, qui était l'épigénétique de la vieillesse. Et en l'occurrence, il y a des entreprises apparemment, ou des universités, j'en sais rien, qui font la course à la meilleure prédiction de votre mort. C'est-à-dire, comment on va faire pour prédire le mieux possible quand est-ce que vous allez mourir. Donc c'est pas une blague, hein. Le titre c'est pas une blague, vraiment. On va vraiment parler de ça dans cette vidéo. Donc c'est incroyable, moi je ne connaissais pas ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et alors comment ils font? Donc là, cette technique-là, c'est une technique d'analyse de l'épigénétique. Je crois que j'avais fait une vidéo sur l'épigénétique une fois ou deux, donc allez regarder, tapez épigénétique dans le moteur de recherche de la chaîne, vous trouverez sûrement une explication, mais pour faire simple, vous avez vos gènes qui sont une sorte de lettres sur un bouquin, hein, vraiment, comment dirais-je, les lettres qui constituent les mots, les phrases, etc., le sens de notre biologie. Et puis vous avez l'épigénétique. L'épigénétique, c'est, je ne sais pas comment on pourrait voir ça, mais c'est un truc qui se rajoute sur la génétique et qui va rendre plus ou moins lisible l'ADN. Donc plus ou moins lisible cette longue phrase qui constitue notre biologie, qu'on appelle l'ADN. Bon. Et en fonction, je sais pas, de la focale, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de la netteté, on va dire, de cette épigénétique, vous allez plus ou moins donc lire tel ou tel gène et ça va être plus ou moins bien pour votre biologie, pour votre santé. Bon. Donc en gros, l'épigénétique, l'analyse de l'épigénétique, c'est prendre une goutte de votre sang, analyser votre ADN et surtout ce qu'il y a au-dessus de votre ADN, donc c'est histoire de méthylation d'épigénétique, et essayer de prédire du coup quand est-ce que là en l'occurrence vous allez mourir. Bon, alors comment ils font ça? Ils confrontent les données épigénétiques des gens des gens en général, et puis ils voient s'il y a des paramètres qui font que ils vont mourir plus ou moins vite. C'est-à-dire que dans les gens qui vont mourir très vite, ils vont prendre un groupe des gens qui vont mourir finalement très vite, puis des gens qui vont mourir moins vite, puis ils vont essayer de comparer les deux et de voir s'il y a des différences, notamment épigénétiques. Bon. Et s'il y a des trucs qui ressortent, ils vont dire, tiens, ça ressort comme étant un élément important pour l'espérance de vie, et donc, sur le plan de la méthylation de l'ADN, et donc, on va pondérer ce paramètre-là, on va l'intégrer dans notre algorithme, et puis, tiens, celui-là aussi, celui-là, il est un peu moins intéressant, mais il marche quand même un petit peu, donc on va le mettre dans notre algorithme, mais on va le pondérer un petit peu moins, etc., etc. Donc, à force de multiplier les expériences, comme ça, plus vous donnez de données à la machine, plus elle est capable de faire un modèle relativement précis. Et là, il y a un nouveau modèle apparemment qui est sorti, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle, comment il s'appelle, DNA-M Grim Age. Donc DNA c'est ADN, M c'est pour méthylation j'imagine, Grim Age, qui a l'air d'être top selon les auteurs. Et les auteurs de cette étude voulaient tester cet outil pour prédire le risque de mort, plus ou moins rapide. Hein. Ils voulaient tester cet outil, j'arrive même pas à croire ce que je raconte. Ils voulaient tester cet outil sur une population qui est née en 1936, pour lequel ils ont des données d'épigénétique, et donc voir si cet outil-là, non pas forcément prédisait plus ou moins vite la mort, puisque c'est son objectif. Donc ils ont vérifié que c'était le cas. Effectivement, c'est le cas, mais au-delà de cet objectif qui était finalement pas très intéressant, puisqu'il a été développé pour ça, donc ça, on se doute bien que ça marche, en tout cas que ça marche pas trop mal, au point apparemment d'être vendu et d'être reconnu comme étant celui qui est le plus au point dans la prédiction de la mort. Bon. Donc ça, ils l'ont confirmé, certes, donc c'est toujours intéressant, mais surtout, ils se sont rendus compte, et c'est pour ça que c'est apparu dans mon mail où je reçois toujours les articles scientifiques qui viennent de sortir, ils ont réussi à corréler ça à certains états cérébraux, à certaines fonctions du cerveau, d'accord? Et donc, outre le fait de prédire votre mort, alors attention, hein, on ne parle pas d'un truc qui va prédire votre mort à 15 jours près, hein, c'est des tendances, on n'en est pas encore là, pas encore, mais ça vient. Bon, donc, au-delà de prédire la susceptibilité que vous avez de mourir plus ou moins rapidement, c'est capable aussi, en tout cas c'est associé statistiquement,
a des fonctions cognitives. Et c'est aussi intéressant quelque part, parce que on se rend compte que cet outil-là, il pourrait aussi être utile du coup pour essayer de savoir si des gens sont plus ou moins à risque d'avoir certains troubles cognitifs, troubles du cerveau, de la mémoire, de l'attention, etc. etc. Et donc, vous voyez que là, du coup, ça a un intérêt encore au-delà du risque simplement de est-ce que je vais mourir plus ou moins rapidement. Donc, juste pour vous dire ce sur quoi ils ont trouvé des associations. Donc, ils ont trouvé des associations avec les fonctions cognitives globales, c'est-à-dire que les personnes avec un haut score sur cet outil-là avaient des fonctions cognitives moins bonnes. Donc, c'est logique, puisque je vous rappelle que plus le score est haut, plus vous risquez de mourir, entre guillemets. Donc bon, en tout cas, c'est lié aussi à l'âge cérébral, en tout cas aux fonctions cognitives globales. C'était aussi lié, donc plus le score était élevé, plus le volume cérébral était bas. Plus le score était élevé, plus il y avait des petits points de substance blanche, des hyperintensités à l'IRM sur la substance blanche, dont on sait que c'est aussi un facteur alors pas de démence, mais de troubles neurologiques, pour faire simple. On va parler de manière plus générale. Donc c'est quand même aussi hyper intéressant de voir que, et puis il y en avait d'autres des paramètres, mais qu'il y a un certain nombre de paramètres importants, dont on sait qu'ils sont importants pour le fonctionnement du cerveau, sont un petit peu quelque part prédits par cet outil épigénique de risque de mort. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ce type de vidéo, parce qu'il y en aura plein d'autres comme ça. N'oubliez pas de mettre la petite cloche, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, n'oubliez pas de partager. Mais pour conclure, moi je trouve ça juste incroyable. Je ne savais pas, même si c'est évident qu'il y a un intérêt commercial, puis il y a un intérêt scientifique et médical à ça, mais jamais j'aurais pensé qu'il y avait carrément des gens qui faisaient des scores de risque de mort. Faire des scores épigénétiques de risque de schizophrénie, de dépression, de machin, de trucs, effectivement, je le sais, c'est intéressant, c'est utile, et voilà. Mais là, carrément, un score de risque de mort. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est original. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, partagez, je compte sur vous, abonnez-vous. Vous êtes trop nombreux à ne pas vous abonner, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Abonnez-vous, ça vous coûte quoi? Rien du tout. Bye.